Je ne sais pas si on va s'en sortir avec cette machine, vous savez. Le dernier à l'avoir utilisée est un... Eh, mademoiselle, vous là-bas, apportez un café pour l'équipe. Si des gens diplômés n'y sont pas arrivés, vous ne comprendrez même pas le problème. Ils demandent du café. Allez, faites le café pour ces messieurs. Je vais faire le café, mais avant, quelqu'un doit tourner la clé de la machine. J'ai besoin de voir quelque chose. Si des gens diplômés n'y sont pas arrivés, vous ne comprendrez même pas le problème. Elle ne discuta pas. Elle demanda seulement qu'on mette la machine en marche une fois de plus, et remarqua un détail que personne n'avait osé chercher. Ce qu'elle trouva là changea tout. Mon ami, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer cette histoire et commentez ci-dessous de quelle ville de France vous regardez. Je veux savoir d'où vous me suivez. Il y a des histoires qui commencent par un soupir, d'autres par une explosion. Celle-ci commença par le ronronnement étouffé d'un moteur diesel qui refusait de vivre plus d'une demi-heure d'affilée et par un billet de 200 € jeté dans la poussière rougeâtre de la Beauce. Mais avant d'arriver à ce moment qui brisa les cœurs et les orgueils, laissez-moi vous présenter Valérie. Valérie avait 31 ans, des mains qui semblaient faites de cuir tanné par le soleil, et un atelier en bord de route qui n'impressionnait personne au premier coup d'œil. Pas de belle façade, pas de climatisation, pas de ces ordinateurs modernes qui clignotaient de lumière bleue promettant des miracles électroniques. Ce qu'il y avait là était bien plus rare. L'honnêteté que vous pouviez toucher avec des mains sales de graisse. L'enseigne à l'entrée, peinte à la main par son propre père avant sa mort, disait simplement « Atelier mécanique Serge, réparations honnêtes depuis 1987 ». Elle n'a jamais changé le nom. Serge était son père, et c'est lui qui lui avait appris qu'un moteur ne ment pas. Ce sont les gens qui mentent. Un moteur dit la vérité à chaque battement de piston, à chaque vibration dans le bloc, à chaque goutte d'huile qui s'échappe là où elle ne devrait pas. Ce matin de novembre, alors que la chaleur de la Beauce atteignait déjà les 40 degrés avant 9 heures, Valérie guettait sous un camion Scania, diagnostiquant une fuite au niveau de la pompe à injection. Elle ne portait pas de combinaison tendance comme celle des magazines. La sienne était bleu marine, délavée, tachée d'huile brûlée et de gazole, avec des rapiessages grossiers aux genoux. Ses cheveux noirs étaient attachés en queue de cheval, qui avait depuis longtemps renoncé à paraître soignée. Ses mains, ses mains calleuses, aux ongles perpétuellement noirs de graisse, qu'aucun savon ne parvenait à nettoyer complètement, mais c'étaient des mains qui savaient lire le métal, comme d'autres lisent des livres. Quand elle touchait un moteur, c'était comme si elle lui parlait dans une langue secrète que seuls eux deux comprenaient. Mon Dieu, vous devez comprendre une chose à propos de cette région de France. Là, au cœur de l'agro-industrie, une machine à l'arrêt, c'est de l'argent qui s'envole. Chaque heure qu'une moissonneuse-batteuse reste inactive pendant la récolte signifie des milliers d'euros qui s'évaporent sous le soleil implacable. Et quand la récolte prend du retard, mon Dieu, c'est comme regarder une famille entière dépérir. C'est dans ce scénario que Georges Dubois a bâti son empire. Georges était propriétaire de près de 10 000 hectares de soja et de maïs. Le genre d'homme qui, lorsqu'il éternuait, une moitié de la ville sentait le vent. Il avait la soixantaine, le ventre arrondi par la bière chère et le whisky importé, ce teint rougi par une vie passée à donner des ordres sous le soleil. Il n'était pas seulement riche, il était le genre de riche qui devient dangereux quand il oublie que tout le monde n'est pas né avec de la terre sous les pieds. Et Georges avait un problème qui lui coupait le sommeil. Une moissonneuse-batteuse John Deere S790, un monstre d'acier et de technologie évalué à près de 4 millions d'euros, était à l'arrêt depuis 2 mois, en plein milieu de la récolte record. Le moteur s'éteignait simplement après 30 minutes de travail, et paf, mourrait comme si quelqu'un avait éteint le monde, sans code d'erreur sur les ordinateurs de bord, sans avertissement, rien, juste le silence pesant d'une machine coûteuse se transformant en ferraille prématurément. 3 des plus grandes concessions autorisées de la région étaient déjà passées par là. Des ingénieurs diplômés de Paris, des techniciens certifiés par John Deere eux-mêmes, des gens qui faisaient repayer leurs consultations en dollars. Ils avaient changé la turbine, changé les injecteurs et les gicleurs, changé tout le faisceau électrique, des kilomètres de fils et de capteurs. Ils avaient dépensé plus de 200 000 € en pièces. Résultat, aucun. La machine continuait de mourir après une demi-heure, religieusement comme si un fantôme habitait le bloc moteur. Ce fut le fils de Georges, un jeune homme d'une vingtaine d'années, qui étudiait l'administration à Orléans,
qui mentionna le nom de Valérie. Il l'avait vu réparer un tracteur Massey Ferguson, que 2 mécaniciens de concession avaient déclaré comme perte totale. Et elle avait résolu le problème en 40 minutes, en changeant un joint à 10 € que personne n'avait vérifié. Georges éclata de rire quand il entendit la suggestion. « Une femme, une mécanicienne en bord de route. Tu as perdu la tête, mon garçon. Si les ingénieurs diplômés n'ont pas résolu le problème, tu penses qu'une simple curieuse va faire quoi? De la magie. Mais le désespoir, mes amis, a le don d'attendrir même la plus dure des têtes. Chaque jour qui passait signifiait 50 000 € qui s'évaporaient. La récolte était au point. Les concurrents avançaient. Les acheteurs s'impatientaient. C'est ainsi que, un jeudi que Valérie n'oublierait jamais, elle entendit le rugissement de 3 pick-up Ford F250 entrer sur l'aire de terre battue devant son atelier. Elle se lavait les mains dans un évier en aluminium, utilisant ce savon industriel orange qui brûle la peau, quand elle vit la délégation. Devant, le pick-up de Georges, noir et brillant comme une voiture neuve. Derrière, 2 voitures pleines d'ouvriers agricoles et d'employés. Georges descendit de sa voiture avec l'attitude de quelqu'un visitant un cirque de phénomènes. Il regarda autour de lui avec cette expression qui mêlait dédain et curiosité morbide. Les ouvriers agricoles descendirent derrière lui, tous avec des chapeaux de paille et des expressions qui variaient entre la pitié et l'amusement anticipé. Valérie sécha ses mains sur un chiffon déjà plus sale que propre et s'avança vers eux. Le soleil frappait son dos, faisant monter la chaleur du sol en vagues visibles. « C'est vous, la fameuse Valérie ?» demanda Georges sans salutation, sans la moindre once de politesse, rien qui rappelle un respect élémentaire entre êtres humains. « C'est moi. Monsieur a besoin d'un service ?» Il éclata de rire. Ce ne fut pas un rire de joie. Ce fut un de ces rires qui transpercent, qui humilient, qui laissent une marque. Les ouvriers agricoles rirent avec lui comme un cœur obéissant. « Un service. Regardez un peu, les gars. » Il se tourna vers les hommes derrière lui. La petite dame pense qu'elle va faire un service sur une machine que 3 concessions n'ont même pas réussi à diagnostiquer. Valérie sentit la chaleur lui monter au cou. Non pas de honte, mais de colère. Mais elle avait appris de son père que la colère d'un mécanicien se résout avec une clé à molette, pas avec une grande gueule. « Monsieur est venu ici pour me provoquer ou pour demander de l'aide ?» demanda-t-elle, gardant sa voix ferme. Georges fit 2 pas vers elle. Il sortit de sa poche un billet de 200 €, neuf et impeccable, et vous n'allez pas croire ce qu'il fit. Il jeta le billet par terre dans la poussière rougeâtre, tout près des pieds de Valérie. « Prends cet argent, petite. Achète une jolie robe, va en ville, trouve un emploi décent. Ce soleil va te gâcher la peau. Le travail de mécanicienne n'est pas un endroit pour une femme. Si des ingénieurs diplômés d'Orléans, avec des diplômes au mur et des certifications internationales, n'ont pas résolu le problème de ma moissonneuse-batteuse, que pensez-vous qu'une curieuse du bord de route va faire? Me faire perdre mon temps. » Le silence qui tomba sur ce coin de terre fut plus lourd qu'un bloc moteur coulé. Valérie regarda le billet par terre, puis regarda Georges. Ses yeux étaient calmes, mais il y avait quelque chose là qui fit déglutir difficilement un des ouvriers agricoles. « Combien de temps la machine reste-t-elle allumée avant de mourir ?» demanda-t-elle. « 1 demi-heure, 30 minutes pile, puis elle s'éteint. Pourquoi ? Et qu'avez-vous déjà essayé de changer ? » Tout. Turbine, injecteur, faisceau électrique complet, capteur, module de commande, tout. J'ai dépensé plus de 200 000 € en pièces. Valérie acquiesça lentement. Alors, à la surprise de tous, elle ne se baissa pas pour ramasser l'argent. Elle posa le pied sur le billet, l'enfonçant un peu plus dans la terre. « Je vais faire une proposition à monsieur Georges. Vous avez apporté votre machine ici parce que vous êtes désespéré. Même si vous ne voulez pas l'admettre, je vais y jeter un œil. Si en 6 heures je ne découvre pas ce qui tue le moteur, je ferme cet atelier aujourd'hui même et je vous remets mes outils pour que vous en fassiez ce que vous voulez. Mais quoi? Mais si je découvre, si je fais fonctionner cette machine à nouveau, vous paierez le triple du montant du service et vous présenterez des excuses, non pas à moi, mais à tous les mécaniciens indépendants de la région que vous avez déjà humiliés dans votre vie. » Georges cligna des yeux, puis éclata de rire, mais cette fois, il y avait de la nervosité dans son rire. « Vous avez perdu la tête. 6 heures? Le triple? Vous avez une idée de ce que cela représenterait? » « Oui. Et vous? Vous avez une idée de ce que vous perdez par jour avec cette machine à l'arrêt? » Les ouvriers agricoles se regardèrent,
L'un d'eux, le plus âgé, hocha la tête presque imperceptiblement. Il connaissait le nom de Serge. Il savait de qui elle était la fille. Georges regarda la femme en face de lui, sous-estima la graisse sous ses ongles, sous-estima la fermeté de ses yeux, sous-estima tout. « C'est conclu, » dit-il en crachant par terre. « Mais quand vous échouerez, et vous échouerez, je veux vous voir enlever cette enseigne de là de vos propres mains. » Valérie tendit sa main sale d'huile pour sceller l'accord. Georges regarda cette main, comme s'il s'agissait d'un serpent, mais il la serra. Et ainsi, mes chers amis, commença une course contre la montre qui allait changer non seulement la vie de Valérie, mais révéler un secret aussi sale que l'huile brûlée au fond d'un carter fissuré. La moissonneuse-batteuse, John Deere S790, arriva à l'atelier de Valérie 2 heures plus tard, transportée par une remorque surbaissée qui gémit sous le poids de la machine. Quand ce monstre d'acier descendit de la rampe, le sol de terre battu sembla trembler de respect. Valérie n'avait jamais vu une machine de cette envergure d'aussi près. Elle mesurait près de 6 mètres de long, une hauteur qui lui faisait de l'ombre, des pneus de la taille d'un homme adulte. C'était de la technologie de pointe, un ordinateur sur roue, le genre d'équipement qui semblait avoir été monté par des ingénieurs qui n'avaient jamais mis les mains dans le cambouis. Mais un moteur est un moteur. Et Valérie savait que sous toute cette électronique rutilante battait un cœur mécanique qui obéissait aux mêmes lois de la physique que tout autre moteur diesel. Georges resta là, appuyé contre son pick-up, son chapeau de paille protégeant son visage brûlé par le soleil. Les ouvriers agricoles s'installèrent à l'ombre d'un arbre proche, certains fumant, tous attendant le spectacle de l'échec qu'ils étaient sûrs de voir. « Le compte à rebours a commencé, mécanicienne, » dit Georges, regardant son téléphone. 6 heures. Tic-tac. Valérie ne répondit pas. Elle marchait autour de la machine, lentement, avec cette attention silencieuse de quelqu'un qui écoute une confession. Elle passa sa main sur la carrosserie encore chaude du soleil, sentit l'air près du compartiment moteur, s'accroupit pour regarder dessous, vérifiant s'il y avait des fuites, des taches, tout ce qui pourrait raconter une histoire. « Vous allez la démarrer pour moi ?» demanda-t-elle sans quitter la machine des yeux. Un des ouvriers agricoles, le plus âgé, celui qui avait fait un signe discret auparavant, se leva. « Je la démarre, mademoiselle. » Il monta dans la cabine, tourna la clé. Le moteur diesel rugit avec cette puissance qui fait vibrer la poitrine, ce son profond qui semble venir du centre de la Terre. 6 cylindres travaillant en harmonie parfaite, chaque piston montant et descendant avec la précision d'une montre suisse. Valérie resta immobile, les yeux fermés, écoutant seulement. Les ouvriers agricoles se regardèrent. L'un d'eux laissa échapper un petit rire, mais le regard de son compagnon plus âgé le fit taire. Elle sentait le moteur. La vibration qui montait par les pieds, traversait les jambes, atteignait la poitrine. Le ronronnement était parfait, uniforme, fort. Aucun battement irrégulier, aucun bruit étrange, aucun signe que quelque chose n'allait pas. « C'est parfait », murmura un des ouvriers agricoles. « Il semble neuf. » Et c'était vrai. Pendant 20 minutes, cette machine fonctionna comme si elle venait de sortir de l'usine hier. Le moteur maintenait un régime stable. La température montait comme prévu. Tous les indicateurs du tableau de bord affichèrent le vert. Valérie ouvrit le capot moteur, un énorme couvercle qui révéla le cœur de cette bête. Un moteur 6 cylindres en ligne, turbo-compressé, avec rampe commune et injection électronique de dernière génération. Tout était propre, organisé, chaque tuyau à sa place, chaque collier de serrage bien ajusté. Elle plongea la main à l'intérieur, touchant les composants. Le bloc chauffait comme prévu. Les tuyaux du système de refroidissement avaient la pression correcte. Le turbo sifflait doucement, fonctionnant parfaitement. Et puis, à la 32e minute, cela arriva. Le moteur commença à perdre de la puissance. Ce ne fut pas dramatique, ce fut subtil, comme si quelqu'un retirait l'air des poumons de la machine petit à petit. Le régime chuta de 100 en centremen, puis encore de 100. Les indicateurs commencèrent à clignoter et puis, avec un dernier soupir qui brisa le cœur de quiconque aimait les moteurs, elle mourut. Silence. Georges laissa échapper son rire amer. « Vous voyez ? 30 minutes. Chaque putain de jour, c'est la même chose. Et les ordinateurs n'indiquent rien. Rien. » Valérie ne dit rien. Elle avait toujours la main à l'intérieur du compartiment moteur, sentant la chaleur qui émanait encore du bloc. Elle ferma les yeux à nouveau. « Zut !» murmura-t-elle doucement. « Tu ne meurs pas par manque de force. Tu meurs
étouffé. Quoi? Georges s'approcha. Asphyxie, dit-elle, plus au moteur qu'aux personnes. Vous ne recevez pas assez d'air ou de carburant. Mais lequel des deux? Elle se tourna vers l'ouvrier agricole le plus âgé. Vous avez vérifié le filtre à air 3 fois. Vous l'avez même changé. Et le turbo? Ils l'ont changé aussi. Neuf, directement de la concession. Système d'injection, injecteur neuf, pompe haute pression neuve, tout neuf. Valérie acquiesça lentement. Les autres mécaniciens avaient en fait l'évidence. Quand un moteur meurt par manque de puissance, vous vérifiez l'air, le carburant et l'étincelle. Dans le cas d'un diesel, pas d'étincelle, la combustion est par compression. Donc il reste l'air et le carburant. Mais si tout ce qui est lié à ces systèmes a été changé et que le problème persiste. Laissez-moi voir les rapports des autres ateliers, demanda-t-elle. Georges fit signe à l'un des hommes qui apporta un gros dossier avec des devis, des diagnostics et des factures. Valérie s'assit à l'ombre, toujours les mains sales, et commença à lire. Il y avait des pages et des pages de jargon technique, remplacement de turbocompresseurs, changement de module de commande électronique, vérification des capteurs de pression, nettoyage du système de refroidissement des gaz d'échappement. Chaque atelier s'était concentré sur l'électronique, les capteurs, les ordinateurs. Personne n'avait regardé le basique. Valérie ferma le dossier et se leva. « Vous avez les pièces qui ont été changées? Quelques-unes, on les a gardées. Pourquoi? Je veux les voir. » Ils apportèrent 2 caisses avec l'ancienne turbine, les injecteurs, les capteurs, les faisceaux. Valérie examina chaque pièce avec l'attention d'un orfèvre examinant un diamant. Elle passa son doigt sur les pales du turbo, sans rayures, sans signe de contact avec le carter. Elle regarda les injecteurs, sans encrassement, sans corrosion. Ces pièces étaient bonnes, dit-elle. Il n'y avait pas besoin de changer tout ça. Comment ça? Georges commençait à s'énerver. Ces pièces ne sont pas le problème, elles ne l'ont jamais été. Elle jeta un injecteur de nouveau dans la boîte. Vous avez dépensé 200 000 € à changer des choses qui n'avaient pas besoin d'être changées parce que tout le monde était hypnotisé par les ordinateurs. Elle se leva et retourna vers la moissonneuse-batteuse. Le problème n'est pas dans l'électronique, il est dans la mécanique, dans le flux. Le flux. Quelque chose empêche le carburant d'arriver au moteur quand il chauffe. Mais quoi? Valérie prit sa boîte à outils, une vieille boîte en métal rouge, la peinture écaillée à plusieurs endroits. Cette boîte avait appartenu à son père. À l'intérieur, des outils qui avaient des décennies d'histoire, des manches usées par l'usage, des pointes aimantées par tant de travail. Elle commença à déconnecter les conduites de carburant, les tuyaux haute pression, les raccords en acier inoxydable, les colliers qui nécessitaient des clés spécifiques. Chaque pièce qu'elle retirait, elle l'examinait à la lumière, cherchant le moindre signe d'obstruction. « Mademoiselle ?» L'ouvrier agricole âgé s'approcha. Les autres ateliers ont déjà regardé ça? Ils ont vraiment regardé ou ils ont juste branché l'ordinateur et lu ce que l'écran disait? Il ne répondit pas, mais son silence était une réponse suffisante. 2 heures passèrent. Le soleil était au zénith maintenant, transformant l'atelier en une fournaise. Valérie était trempée de sueur, sa combinaison collée au dos. Mais elle ne s'arrêtait pas. Elle démonta le filtre à carburant propre, démonta la pompe basse pression, fonctionnant parfaitement. Elle vérifia les valves de retour, normal. Georges s'impatientait. « Il est déjà 3 heures passées. Vous ne trouvez rien que les autres ateliers n'aient pas trouvé. » Valérie essuya la sueur de son front avec son bras, laissant une tache de graisse. « Les autres ateliers cherchaient ce qu'ils s'attendaient à trouver. Moi, je cherche ce qui ne devrait pas être là. » Elle retourna sous la machine, cette fois en se concentrant sur le réservoir de carburant, un réservoir de 600 litres suffisant pour une journée entière de travail. Elle frappa du bout des doigts sur le côté. Le son résonna à vide, indiquant qu'il était à moitié plein. « Quand avez-vous nettoyé le réservoir pour la dernière fois ?»« Jamais, » répondit un des ouvriers agricoles. « La machine a moins de 2 ans. Pourquoi nettoyer ?»« Pourquoi ?» dit Valérie, commençant à retirer les loquets d'accès. Même le carburant neuf peut apporter des impuretés, et les impuretés s'accumulent. Elle ouvrit le couvercle d'inspection du réservoir et plongea son bras à l'intérieur jusqu'au coude. Elle retira sa main couverte de gazole, mais propre, sans sédiments, sans eau, sans contamination visible, mais elle n'abandonna pas. « Apportez-moi un endoscope, » demanda-t-elle. « Un quoi ?» demanda Georges. « Un endoscope industriel.
Une petite caméra avec une lumière qui entre dans les endroits étroits. Nous n'avons pas ça ici, femme. J'en ai un. Elle se dirigea vers une étagère au fond de l'atelier et revint avec une mallette noire. À l'intérieur, un câble flexible fin avec une caméra à l'extrémité, connecté à une vieille tablette rayée. Elle commença à passer ce câble dans les conduites de carburant, en particulier dans les lignes d'aspiration et de retour. Sur l'écran de la tablette, des images granulées montraient l'intérieur des tuyauteries en acier. Tout était propre, tout était normal, jusqu'à ce qu'elle arrive à un virage spécifique, juste après la sortie du réservoir. « Attendez », murmura-t-elle, ajustant la mise au point. Sur l'écran, quelque chose était différent. Une ombre, un filament presque invisible, mais il était là. « Qu'est-ce que c'est ?» se demanda-t-elle, rapprochant la caméra. C'était un fil ou quelque chose d'y ressemblant, transparent, souple, accroché à l'une des parois internes de la tuyauterie. Quand la caméra s'approcha, elle vit que cela avait une texture étrange, presque gélatineuse. Valérie sentit son cœur s'accélérer. « J'ai trouvé », dit-elle doucement, puis plus fort. « J'ai trouvé. » Georges et les ouvriers agricoles accoururent. « Quoi? Qu'avez-vous trouvé ?» Elle montra l'écran de la tablette. « Ça, vous voyez ce truc transparent? On dirait un fil de plastique. Ce n'est pas du plastique ordinaire, c'est une sorte de polymère. » Elle éloigna la caméra et pensa à voix haute. C'est pour ça que les ordinateurs n'accusaient rien. C'est pour ça que le problème n'apparaissait qu'après 30 minutes. « Je ne comprends rien », admit Georges. Valérie le regarda avec ses yeux qui brillaient maintenant de la certitude de quelqu'un qui avait trouvé de l'or au milieu des graviers. Ce matériau se dilate avec la chaleur. Quand le carburant chauffe à l'intérieur de la ligne, il gonfle et bloque le passage. Le moteur meurt de faim. Quand il refroidit, il reprend sa taille normale et disparaît. C'est pourquoi personne ne pouvait le voir. Silence absolu. « Mais comment cela a-t-il pu arriver là-dedans » demanda l'ouvrier agricole âgé, posant la question qui était dans toutes les têtes. Valérie ne répondit pas immédiatement. Elle regardait ce filament sur l'écran, et quelque chose dans sa tête établissait des connexions qu'elle ne voulait pas encore croire, car il y avait un détail qui clochait très mal. Ce type de matériau n'entrait pas dans un système de carburant par accident et ne venait certainement pas de l'usine. Quelqu'un l'avait mis là exprès. Il y a des moments dans la vie où l'on sent le sol trembler sous ses pieds, même si la terre est immobile. Valérie vivait l'un de ces moments. Elle regarda de nouveau l'écran de la tablette, ce filament transparent et malveillant caché dans les entrailles de la tuyauterie. Ses doigts serrèrent la boîte à outils avec assez de force pour blanchir ses jointures. « Je dois retirer ça », dit-elle, plus à elle-même qu'à quiconque. Georges était derrière elle, essayant de voir ce que l'écran montrait. « Mais si vous avez trouvé le problème, il suffit de l'enlever et c'est tout, n'est-ce pas? On redémarre la machine et c'est fini. » Valérie ne répondit pas immédiatement. Elle pensait beaucoup parce que quelque chose là sentait pire que l'huile brûlée d'un carter fissuré. « Ce n'est pas si simple, » dit-elle finalement. « Je dois l'enlever avec précaution, très attentivement, sans le détruire. » « Pourquoi » L'ouvrier agricole le plus âgé s'approcha, curieux. « Parce que je dois voir ce que c'est vraiment. » Valérie commença à démonter la section entière de la tuyauterie où le filament était coincé. Il s'agissait de raccords haute pression, de colliers industriels, qui nécessitaient une clé dynamométrique calibrée pour ne pas endommager les filetages. Chaque mouvement était calculé, précis comme un chirurgien ouvrant un patient délicat. Le soleil commençait déjà à descendre à l'horizon quand elle réussit enfin à séparer la section problématique. Un morceau de tube en acier inoxydable d'environ 40 cm, avec ce maudit matériau toujours collé à la paroi interne. Elle apporta le tube à l'intérieur de l'atelier où il y avait plus de lumière et un établi propre. Elle plaça le tube sous une forte lampe et, utilisant une pince chirurgicale qu'elle gardait pour les travaux de précision, commença à extraire le filament. C'était une opération qui exigeait la patience d'un moine bouddhiste. Le matériau était adhérent à la paroi métallique et toute traction brusque pouvait le casser, laissant des résidus qu'elle ne pourrait pas analyser. 5 minutes, 10, 15. Georges fumait sa 3e cigarette, arpentant l'atelier comme un lion en cage. Les ouvriers agricoles étaient assis à l'ombre, certains commentant déjà à voix basse que tout cela était une perte de temps. Et puis, avec un mouvement final et délicat, Valérie réussit. Le filament sortit entier,
un morceau d'environ 5 cm de long, translucide comme de la gélatine, mais avec une résistance surprenante quand on l'étirait. Elle plaça cela sur un plateau en aluminium et l'approcha de la lumière. Et c'est là qu'elle vit. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Le matériau avait une coloration légèrement bleutée, presque imperceptible, mais elle était là. Et plus important encore, quand elle en frotta un petit morceau entre ses doigts et le sentit, elle reconnut quelque chose. Elle avait déjà senti cette odeur auparavant, lors d'un cours technique qu'elle avait suivi des années auparavant, quand ils avaient visité un laboratoire d'analyse de carburant. « Ce n'est pas une saleté qui est entrée par hasard, » dit-elle, se tournant vers Georges avec une expression qui fit reculer l'homme d'un pas. « C'est un marqueur chimique. » « Un quoi ? » ?»« Un marqueur chimique. Un colorant spécial que les laboratoires utilisent pour tester le flux de carburant. Sauf que ce type de matériau, elle reprit le filament, le regardant à la lumière, ce type de matériau a une caractéristique très spécifique. Il a été conçu pour se dilater avec la température. L'ouvrier agricole le plus âgé fronça les sourcils. Mais pourquoi quelqu'un voudrait-il ça? Valérie sentit un frisson lui parcourir l'échine, malgré la chaleur qui émanait encore des murs de zinc de l'atelier, pour faire exactement ce qu'il a fait, bloquer le moteur d'une manière que personne ne pourrait diagnostiquer. Les mots tombèrent dans l'air comme des pierres dans un lac immobile. Les ondes de la signification se propagèrent, atteignant chaque personne présente jusqu'à ce que tous comprennent ce qu'elle disait. « Attendez. » Georges était pâle. « Vous êtes en train de dire que quelqu'un a mis ça là exprès. » « Je dis exactement cela. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas un défaut de fabrication, ce n'est pas de la malchance. » Elle tint le plateau avec le filament comme s'il s'agissait d'une preuve de crime. Et c'était. Quelqu'un a saboté cette machine. Le silence qui tomba sur l'atelier ne fut rompu que par le son lointain des cigales, commençant leur chant nocturne. Georges fit 2 pas chancelants en arrière et s'assit lourdement sur un tabouret en bois. L'homme avait vieilli de 10 ans en 10 secondes. Mais qui? Qui ferait une chose pareille? Et pourquoi? Valérie réfléchissait vite, son cerveau établissant des connexions comme des pistons en pleine rotation. « Qui a accès au réservoir de carburant de cette machine ?» demanda-t-elle. « Tout le monde à la ferme, je suppose. Les opérateurs, le personnel d'entretien, mon gérant, votre gérant, Victor. Victor Caron, c'est lui qui s'occupe de toute l'opération. Il travaille avec moi depuis 20 ans. Et il était présent quand les autres ateliers ont tenté de réparer. » Georges réfléchit. Il l'était. Il restait même aux côtés des techniciens, leur disant ce qui avait été essayé auparavant, ce qui n'avait pas fonctionné. Valérie sentit cette sensation que les bons mécaniciens connaissent bien. Quand toutes les pièces commencent à s'emboîter et à former une image que l'on ne veut pas voir, mais que l'on ne peut ignorer. « J'ai besoin de faire un dernier test, » dit-elle. « Mais pour cela, j'ai besoin d'une faveur. » « Quelle faveur? » « Vous devez appeler Victor, lui dire que le problème a été trouvé et que la machine sera prête demain matin et que vous voulez qu'il soit ici quand nous la démarrerons pour la première fois. »« Pourquoi? »« Pour, » dit Valérie, pesant chaque mot, « je veux voir sa tête quand le moteur fonctionnera. » Georges n'était pas stupide, riche et arrogant peut-être, mais pas stupide. Il comprit ce que Valérie suggérait et l'expression sur son visage était celle d'un homme voyant son monde s'effondrer. « Vous pensez que Victor? » « Je ne pense rien encore. C'est pourquoi je veux voir sa réaction. Et il y a encore une chose que je dois vérifier cette nuit. »« Quoi? Qui a vendu ce type de produit chimique dans la région au cours des 6 derniers mois? Parce que ce truc-là, » elle leva le plateau, « ne s'achète pas n'importe où. Il faut avoir accès à un fournisseur spécialisé et ça laisse des traces. » Georges tremblait maintenant, non pas de froid, mais de cette rage qui vient de l'intérieur quand on découvre qu'on a été trahi par quelqu'un en qui on avait confiance. « Victor, ce fils de chien, s'il m'a fait ça. » « Calmez-vous. » L'ouvrier agricole le plus âgé posa la main sur l'épaule de son patron. « On ne sait rien encore. Ça peut être quelqu'un d'autre. »« Ça peut l'être. » Valérie acquiesça. « C'est pourquoi j'ai besoin de plus d'informations avant d'accuser qui que ce soit. » Elle retourna vers la moissonneuse-batteuse, maintenant avec le tube propre sans le maudit filament. Elle commença à remonter le système de carburant avec cette précision que seules des années de pratique apportent. Chaque collier de serrage au bon couple, chaque connexion vérifiée 2 fois, chaque tuyau positionné sans tension ni pli. 2 heures plus tard, alors que le ciel était déjà peint des dernières nuances d'orange du coucher de soleil,
elle termina. « C'est prêt, dit-elle, s'essuyant les mains sur son chiffon sale. Le système est propre. Maintenant, nous allons voir si ma théorie est juste. » L'ouvrier agricole le plus âgé monta dans la cabine, tourna la clé. Le moteur diesel se réveilla avec ce rugissement sain qui fait battre plus fort tout cœur passionné par les moteurs. 5 minutes, 10, 15, 20, 30 minutes. Le moteur ne mourut pas. 40 minutes, 50, 1 heure. La machine fonctionnait comme si elle venait de sortir de la concession. Ferme, forte, sans s'étouffer, sans fléchir, parfaite. Georges avait les larmes aux yeux, non de tristesse, mais de colère et de soulagement, mélangées dans une émotion qu'il ne savait même pas nommer. « Vous avez réussi ?» dit-il, la voix étranglée. « Vous avez vraiment réussi ?» J'ai retiré le symptôme, corrigea Valérie, mais la maladie est autre et nous devons la guérir aussi. Elle sortit son téléphone de sa poche et appela une connaissance qui travaillait dans une entreprise de distribution de produits chimiques à Tours. La conversation dura 15 minutes, Valérie décrivant le matériau, la coloration, les propriétés. Quand elle raccrocha, son visage était aussi grave qu'une tombe. Seulement 3 entreprises dans la région vendent ce type de marqueur chimique, et une seule d'entre elles a livré dans votre région au cours des 6 derniers mois. À qui? Valérie le regarda droit dans les yeux de Georges, à un laboratoire d'analyse agricole qui appartient à un groupe d'entreprises de Paris. Un groupe qui, selon mon contact, a essayé d'acheter des terres dans la région depuis 2 ans. Agro-industrie terre fertile, dit Georges, plus pâle qu'un linge. Ils m'ont fait 3 propositions d'achat. J'ai toutes refusées, mais après que la machine soit tombée en panne, ils sont revenus avec une nouvelle offre plus basse, disant que je subissais des pertes et que c'était peut-être le moment de vendre. Les pièces s'assemblaient et formaient une image horrible. « Et Victor ?» demanda Valérie doucement. « Il était au courant de ces propositions ?» Il savait. Il a même dit que je devrais considérer la dernière. Il a dit que je devenais peut-être trop vieux pour supporter le stress de la ferme. L'ouvrier agricole le plus âgé cracha par terre. « Judas, un Judas des temps modernes. » Valérie acquiesça. « Demain matin, quand il arrivera ici, nous aurons la preuve manquante, sa réaction. Et là, monsieur Georges, vous devrez décider quoi faire de cette information. » Georges regarda la moissonneuse-batteuse, toujours en marche, puis cette femme qu'il avait humiliée quelques heures auparavant, jetant de l'argent par terre à ses pieds. « J'ai été un idiot, dit-il, la voix brisée, un idiot arrogant. Vous m'avez sauvé de tout perdre, ma terre, ma famille, mon nom. » Valérie ramassa le billet de 200 € qui était toujours par terre, froissé et sale de terre rouge. « Gardez ça, dit-elle en le lui rendant. Demain, nous réglerons les comptes. Aujourd'hui, nous avons réparé le moteur. Demain, nous rendrons la justice. » Et cette nuit-là, sous le ciel étoilé de la Beauce, une mécanicienne dormit, sachant qu'elle avait fait plus que réparer une machine. Elle avait déterré une vérité qui allait changer de nombreuses vies. Le lendemain, arriva en Beauce comme toujours, chaud, sec et sans pitié. Mais ce matin-là était différent. Il y avait quelque chose dans l'air qui faisait même que les oiseaux se taisaient dans les arbres. Valérie avait peu dormi. Elle avait passé la nuit dans l'atelier, allongée sur un vieux matelas à côté de la moissonneuse-batteuse, comme si elle gardait un précieux secret. Et c'était le cas. Toutes les demi-heures, elle se réveillait et démarrait le moteur juste pour être sûre qu'elle ne rêvait pas. Et toujours la machine répondait par ce rugissement sain qui était de la musique pour ses oreilles. À 6h30 du matin, Georges arriva, mais pas seul. Il avait amené 3 avocats, 2 policiers judiciaires qui étaient ses amis, et le commissaire de police de la ville. Un homme d'une 50aine d'années avec une moustache grise et des yeux fatigués d'avoir vu tant de mauvaises choses dans la vie. « Vous en êtes sûr ?» demanda Georges pour la 5e fois. « Oui, répondit Valérie également pour la 5e fois. Mais la meilleure preuve n'est pas dans ce filament que j'ai retiré. La meilleure preuve sera son visage quand il verra le moteur fonctionner. » Le commissaire, un homme nommé Arnaud, tenait le petit sac en plastique avec le filament à l'intérieur. « Ça, je l'emmène au laboratoire de la police scientifique à Tours. S'il y a des empreintes digitales, de l'ADN, quoi que ce soit, nous le trouverons. »« Il n'y en aura pas, » dit Valérie. Celui qui a fait ça était intelligent, mais pas assez. À cette heure précise, le téléphone de Georges sonna. C'était Victor confirmant son arrivée. « 5 minutes, » dit Georges après avoir raccroché. Sa main tremblait en tenant le téléphone. 20 ans que j'ai fait confiance à cet homme.
L'ouvrier agricole le plus âgé, qui avait passé la nuit là aussi par loyauté envers son patron, cracha par terre. « La confiance, c'est comme le verre, patron. Ça se brise facilement et ça coupe profondément. » Quand le pick-up argenté de Victor Caron apparut sur le chemin de terre, soulevant ce nuage de poussière rougeâtre, Valérie sentit son cœur s'accélérer, non pas de peur mais d'anticipation. Ce moment était ce qui séparait la justice de l'injustice, la vérité du mensonge. Victor descendit de la voiture avec son sourire habituel. C'était un homme d'une quarantaine d'années, bronzé, cheveux noirs gominés en arrière, chemise impeccable malgré la chaleur. Il avait l'air de celui qui était toujours en contrôle, toujours 2 pas en avance. « Et alors, patron ?» dit-il en s'approchant de Georges. « Vous avez réussi à découvrir quelque chose avec cette mécanicienne ?» La pause avant le mot « mécanicienne » ne passa pas inaperçue. Il y avait du mépris là, il y avait de l'ironie. Valérie était appuyée contre la moissonneuse-batteuse, toujours dans la même combinaison sale d'hier, mais les yeux bien ouverts. « Bonjour, monsieur Victor. »« Bonjour, » répondit-il sans la regarder, comme si elle faisait partie du paysage. « Georges, sincèrement, je pense toujours que nous aurions dû appeler les ingénieurs de Paris. Cette situation échappe à tout contrôle. »« Vraiment ?» dit Georges, la voix chargée de quelque chose que Victor n'avait pas encore perçu. « Oui, la récolte est presque terminée. Nous avons perdu trop d'argent. Cette proposition de l'agro-industrie Terre Fertile tient toujours. Vous savez, c'est peut-être le moment de... »« Démarrer la machine et voir si elle fonctionne, » interrompit Valérie. Victor la regarda enfin. « Démarrer pourquoi ?»« Elle démarre. Le problème est qu'elle s'arrête après une demi-heure. Ou vous ne le savez pas ? Je sais, mais je pense qu'aujourd'hui sera différent. » Quelque chose dans son ton de voix rendit Victor tendu. Ce fut subtil. Un serrement de mâchoire, un froncement de sourcils presque imperceptible. Mais Valérie le vit. Le commissaire Arnaud le vit aussi. Georges fit signe à l'homme le plus âgé. « Démarrez-la pour nous. » Le moteur diesel rugit, réveillant ce coin de terre. Le son était parfait, puissant, sain. Victor regarda la machine, puis Valérie, puis de nouveau la machine. « Bon, » dit-il avec un sourire forcé. « Voyons combien de temps elle dure cette fois. » 5 minutes passèrent. 10, 15. Le sourire de Victor commençait à se fissurer sur les bords. 20 minutes. 25. « Tiens, » dit Valérie, regardant sa montre. « Le temps où elle s'arrêtait est déjà passé. 30 minutes. » La sueur commença à perler sur le front de Victor. Et ce n'était pas seulement à cause du soleil. 35 minutes. 40. « On dirait qu'elle est guérie, » dit l'ouvrier agricole le plus âgé avec un sourire édenté. Un vrai miracle. Victor fit un pas vers la machine, comme s'il voulait la voir de près, confirmé de ses propres yeux. « Mais comment? Qu'avez-vous fait? »« J'ai retiré quelque chose qui ne devait pas être là, » dit calmement Valérie. « Une petite chose qui bloquait le flux de carburant quand le moteur chauffait. »« Quelle chose ?» La voix de Victor avait monté d'un demi-ton. Valérie alla à l'établi et prit le petit sac en plastique que le commissaire avait laissé là. Elle le tint contre la lumière du matin. Ce filament ici, un polymère spécial qui se dilate avec la température. Très ingénieux en fait, car après que le moteur refroidissait, il reprenait sa taille normale et était impossible à voir dans les diagnostics. Victor regarda le petit sac, puis Valérie, puis Georges. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Valérie fit 2 pas vers lui, parce que ce type de matériau est très spécifique. Seules 3 entreprises dans la région le vendent, et une seule d'entre elles a livré dans la région ces derniers mois à un laboratoire qui appartient à l'agro-industrie Terre Fertile. Le silence qui tomba fut si lourd qu'il sembla aspirer l'air. « Attendez !» Victor laissa échapper un rire nerveux. « Vous insinuez que j'ai saboté la machine. C'est de la folie. »« Oui ?» Le commissaire Arnaud s'approcha maintenant. « Parce que nous avons vérifié les relevés de votre téléphone portable hier soir. Vous avez appelé 6 fois un numéro à Paris, un numéro qui, curieusement, appartient au vice-président de l'agro-industrie Terre Fertile. » Le visage de Victor devint blanc. Ce ne fut pas graduel, ce fut instantané, comme si quelqu'un avait aspiré toute sa couleur. Je n'appelais que pour donner des informations sur la ferme. Ils me demandèrent des rapports. Des rapports? Georges fit un pas en avant maintenant, et il y avait quelque chose dans son attitude qui fit même frissonner Valérie. Vous vendiez des informations à un concurrent. Ce n'est pas comme ça. Il voulait juste savoir si vous étiez vraiment intéressé à vendre. Mensonge.
La voix de Georges coupa l'air comme un fouet. Vous saviez que je ne vendrais jamais, alors vous avez décidé de forcer la situation. Vous avez saboté la machine la plus chère de la ferme au moment de la récolte pour m'affaiblir, me désespérer, me forcer à accepter leur offre. Non, je n'ai pas. Ça, et vous avez même eu le courage. Georges pointait maintenant du doigt, tremblant de colère. Vous avez même eu le courage de vous tenir aux côtés des techniciens des autres ateliers, faisant semblant de vouloir aider, alors qu'en réalité, vous vous assuriez que personne ne découvre la vérité. Victor regarda autour de lui comme un animal acculé. Les policiers s'étaient déjà positionnés près de lui. Il n'y avait pas d'issue. « Vous ne comprenez pas ?» dit-il, la voix brisée. « Ils m'ont offert de l'argent, beaucoup d'argent, plus que je n'allais jamais gagner de ma vie en travaillant ici. Je n'avais qu'à faire en sorte que la récolte retarde suffisamment pour que vous perdiez du marché, perdiez de la valeur, perdiez tout. »« Vous alliez me faire tout perdre !» cria Georges. « La terre que mon père m'a laissée, le gagne-pain de ma famille, tout. Georges, Ne m'appelle pas par mon nom, vous n'avez plus ce droit. » Le commissaire Arnaud posa la main sur l'épaule de Victor. « Victor Caron, vous êtes placé en garde à vue pour enquête de sabotage industriel et d'association de malfaiteurs. Vous avez le droit de garder le silence. » Tandis que les menottes étaient passées, Victor regarda Valérie avec une haine pure dans les yeux. « Intrigueuse, tu n'aurais pas dû mettre ton nez là où on ne t'a pas appelé. » Valérie soutint son regard sans vaciller. « J'ai été appelé et j'ai fait mon travail, quelque chose que vous avez oublié de faire. » Tandis qu'ils emmenaient Victor, ses dernières paroles résonnèrent dans l'air. « Vous allez le regretter. Vous tous, vous allez le regretter. » Mais personne n'écoutait plus. La justice avait été rendue. Le poison avait été extrait. La machine était guérie. Georges resta là, immobile, regardant la poussière du véhicule de police disparaître sur la route. Quand il se tourna vers Valérie, il avait les larmes aux yeux. « Vous avez sauvé plus qu'un moteur, dit-il, la voix étranglée. Vous avez sauvé ma vie. » Valérie nettoya ses mains sur sa combinaison, ce geste automatique de quelqu'un qui a passé toute sa vie à faire ça. « J'ai juste fait ce que mon père m'a appris. Un moteur ne ment pas. Et quand on fait attention à ce que le métal dit, la vérité apparaît toujours. » Georges se baissa et ramassa ce billet de 200 € qui était toujours sur la banquette de son pick-up, le même billet qu'il avait jeté à ses pieds hier. Il tint le billet, le regarda longuement et fit alors quelque chose que personne n'attendait. Il s'agenouilla là au milieu de cette terre rouge, sous le soleil implacable de la Beauce, un des hommes les plus riches et puissants de la région, s'agenouilla devant une mécanicienne en bord de route. « Pardonne-moi, dit-il, lui tendant le billet à deux mains, comme une offrande sacrée. Pardonne-moi mon arrogance, ma cécité, de t'avoir traité comme si tu étais moins que moi, alors qu'en réalité tu vaux plus que 10 hommes comme moi. » Valérie prit le billet non pas parce qu'elle voulait l'argent, mais parce qu'elle comprit que ce geste était plus grand que 200 €. C'était un homme reconnaissant qu'il avait eu tort, et cela, mes chers amis, est plus rare que l'or. « Levez-vous, monsieur Georges, dit-elle doucement. Nous avons du travail à faire. Il faut calculer combien vous me devez pour le service. Le triple, dit-il toujours à genoux. J'ai promis le triple, et vous recevrez chaque centime. » Et quand il se leva enfin, il y avait quelque chose de différent dans son regard. Il y avait de l'humilité, il y avait de la gratitude, il y avait du respect. La moissonneuse-batteuse continuait de fonctionner en arrière-plan, forte, saine, vivante, tout comme la justice. Vous savez ces moments qui restent de gravés dans la mémoire d'une petite ville? Ces moments que les gens raconteront à leurs enfants, à leurs petits-enfants, et qui deviendront une partie de l'histoire locale. Ce qui s'est passé 3 jours plus tard sur la place principale de la ville fut un de ces moments. Georges Dubois avait convoqué tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Agriculteurs, mécaniciens, commerçants, des gens qui n'avaient jamais mis les pieds sur sa ferme. La place était bondée comme les jours de fête, mais il n'y avait ni drapeau coloré, ni stand de gâteaux. Il y avait juste une estrade improvisée, un microphone et une vérité qui devait être dite à voix haute. Valérie était au milieu de la foule, essayant de se faire petite, invisible. Elle n'aimait pas être le centre de l'attention. Elle préférait le silence de l'atelier, la conversation intime qu'elle avait avec les moteurs. Mais l'ouvrier agricole le plus âgé l'avait tenue par le bras et lui avait dit « Pas aujourd'hui, mademoiselle.
Aujourd'hui, vous allez devoir supporter d'être une héroïne. » Quand Georges monta sur l'estrade, le murmure de la foule mourut peu à peu jusqu'à se transformer en un silence complet. Il était différent. Il n'avait pas cette pose de celui qui commande le monde. Il avait la posture de celui qui avait appris une leçon coûteuse et douloureuse. « Mes amis, » commença-t-il, la voix amplifiée résonnant sur la place, « je vous ai convoqués ici aujourd'hui parce que j'ai une dette, plusieurs dettes, en fait. » Les gens se regardèrent, curieux. J'ai toujours été un homme fier, trop fier. Je pensais que l'argent et la terre me rendèrent meilleur que les autres. Je pensais qu'un diplôme valait plus que l'expérience. Je pensais. Il s'arrêta, déglutit difficilement. Je pensais qu'une femme n'avait pas la capacité de faire le travail que des hommes diplômés n'avaient pas réussi à faire. Un murmure parcourut la foule. Il y a 3 jours, ma moissonneuse-batteuse la plus chère était morte. 3 des meilleurs ateliers de la région avaient échoué. J'étais désespéré, perdant des milliers d'euros par jour, voyant ma récolte pourrir sur pied. Et puis, en dernier recours, quelqu'un m'a parlé d'une mécanicienne en bord de route. Il chercha Valérie du regard dans la foule. Quand il la trouva, il lui fit signe de monter. Elle secoua la tête. Non. Mais l'ouvrier agricole le plus âgé la poussa gentiment. « Allez, mademoiselle, ce moment est le vôtre. » Les jambes tremblantes et le cœur battant à tout rompre, Valérie monta sur l'estrade. Elle portait la même combinaison que d'habitude, lavée mais toujours avec des taches d'huile permanentes. Ses mains, même propres, montraient toujours la graisse qui était devenue une partie de sa peau. « Quand je suis arrivé à son atelier, » continua Georges, « j'ai ri à son visage, j'ai jeté de l'argent par terre, et j'ai dit qu'elle devrait l'utiliser pour acheter une robe et se protéger du soleil. J'ai dit qu'une curieuse du fossé ne résoudrait pas ce qu'un ingénieur n'avait pas résolu. » Les gens commencèrent à regarder Valérie avec un mélange d'admiration et d'indignation pour ce qui lui était arrivé. Mais elle ne m'a pas insulté, elle ne m'a pas renvoyé. Elle m'a proposé un pari. Si elle ne découvrait pas le problème en 6 heures, elle fermerait son atelier. Mais si elle le découvrait, il fit une pause dramatique, je devrais payer le triple du montant du service et m'excuser publiquement auprès de tous les mécaniciens indépendants que j'ai humiliés dans ma vie. Maintenant, toute la place était dans un silence absolu. Et elle a découvert. En moins de 6 heures, cette femme extraordinaire a non seulement découvert que ma machine avait été sabotée, mais elle a démasqué le traître qui travaillait avec moi depuis 20 ans et qui vendait ma ferme en secret. Des murmures de surprise parcoururent la foule. L'histoire de Victor avait fuité, mais l'entendre de la bouche même de Georges était différent. Valérie a sauvé ma ferme, sauvé ma famille, sauvé mon nom et a fait tout cela avec de vieux outils dans un atelier sans climatisation, en utilisant seulement l'intelligence que son père lui a enseignée et le courage qu'elle a en abondance. Georges se tourna complètement vers elle. Maintenant, vous aviez raison dans chaque mot que vous avez dit. Un diplôme ne signifie rien s'il n'est pas accompagné d'honnêteté et d'attention. Et moi, sa voix se brisa, je vous demande pardon non seulement à vous, mais à tous les mécaniciens honnêtes de cette région que j'ai méprisés pendant des années. Vous êtes la colonne vertébrale de l'agro-industrie. Sans vous, nos machines ne sont que du fer mort. Il sortit une épaisse enveloppe de sa poche. Le montant du service que Valérie a effectué était de 15 000 euros. J'ai promis le triple. Ça fait 45 000 euros. Tout est là, chaque centime. Il tendit l'enveloppe, mais Valérie avait les yeux brillants de larmes, incapable de bouger. « Prends, ma fille !» cria une voix de femme de la foule. « Tu le mérites !» Et puis un applaudissement commença, puis 2, puis 10. En quelques secondes, toute la place applaudissait, criait, sifflait. Des hommes enlevaient leurs chapeaux et les agitaient en l'air. Des femmes pleuraient et criaient des mots d'encouragement. Valérie prit l'enveloppe de main tremblante. Mais Georges n'avait pas terminé. « Et il y a encore une chose, » dit-il quand le bruit diminua. « Je veux vous offrir le contrat d'entretien de toute ma flotte de machines. 23 équipements, entretien préventif et correctif, contrat de 5 ans renouvelable. » La foule explosa de nouveau. Valérie dut se tenir à la rampe de l'estrade pour ne pas tomber. Et plus encore, éleva-t-il la voix. Je vais personnellement parler à tous les agriculteurs de la région pour recommander vos services, car maintenant je comprends. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, jeune ou vieux, diplômé ou non. Ce qui importe, c'est si vous êtes bon dans ce que vous faites. Et vous, Valérie, vous êtes la meilleure. Quand elle réussit enfin à parler,
Sa voix sortit tremblante mais ferme. « J'ai juste fait ce que mon père m'a appris, qu'un moteur ne ment pas et que la vérité est toujours cachée dans les détails que personne ne veut voir. » Dans les mois qui suivirent, la vie de Valérie changea d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. L'atelier qui survivait à peine avait maintenant une liste d'attente. Elle embaucha 2 assistants, puis 3 de plus. Elle rénova le bâtiment, acheta de nouveaux équipements, mais garda la vieille enseigne que son père avait peinte, car certaines choses sont trop sacrées pour être changées. Mais le changement le plus important ne fut pas celui-là. Ce fut quand elle commença à recevoir des lettres, des centaines d'entre elles, de jeunes filles de toute la région, certaines âgées de 10, 12, 15 ans, disant qu'elles voulaient être mécaniciennes comme elle, qu'elles n'avaient pas eu le courage auparavant, mais maintenant elles l'avaient, que leurs parents disaient que la mécanique était une affaire d'hommes. Mais elles montraient l'histoire de Valérie et les parents restaient silencieux. C'est là qu'elle décida de faire quelque chose de plus grand. Avec l'argent qu'elle avait gagné, Valérie ouvrit un cours gratuit de mécanique de base le samedi. Le public cible, les femmes de tous âges, de toutes conditions. Pas besoin de savoir lire un manuel technique, pas besoin d'avoir étudié la physique, il fallait juste avoir la volonté d'apprendre et des mains prêtes à se salir. Le premier samedi, 5 élèves se présentèrent, le deuxième, 15. Le troisième, il y avait des gens dans la file qui ne rentraient plus dans l'atelier. Et Valérie n'enseignait pas seulement à changer l'huile ou à diagnostiquer un défaut, elle enseignait ce que son père lui avait appris, qu'un moteur parle, que le métal a une vérité, que la patience vaut plus que la force, et que la connaissance est le seul outil que personne ne peut vous enlever. 1 an après ce jour sur la place, 17 femmes travaillaient comme mécaniciennes dans la région. Certaines avaient ouvert leurs propres ateliers, d'autres travaillaient dans des concessions qui auparavant n'acceptaient même pas de candidature féminine, mais toutes racontaient la même histoire d'inspiration, l'histoire d'une femme qui avait prouvé que la compétence n'a pas de genre. Et la moissonneuse-batteuse. Ah, cette machine est devenue une légende. Georges ne l'a jamais vendue, même quand elle est devenue vieille et que de nouveaux modèles sont apparus. Il l'a gardée en fonctionnement et chaque fois qu'un client visitait la ferme, il racontait l'histoire. L'histoire de comment cette machine avait été sauvée par des mains qu'il avait méprisées et comment cette expérience avait changé non seulement sa vie, mais la vie de centaines d'autres personnes. Aujourd'hui, si vous passez devant l'atelier de Valérie un samedi après-midi, vous verrez une scène qui réchauffe le cœur. Des femmes de tous âges avec des combinaisons tachées d'huile, les mains sales de graisse, souriant en démontant des carburateurs, en vérifiant des bougies, en diagnostiquant des défauts. Et si vous vous arrêtez pour demander pourquoi elles sont là, toutes raconteront des variations de la même histoire. L'histoire d'une femme qui n'a pas eu peur d'affronter l'arrogance, qui ne s'est pas inclinée quand on lui a jeté de l'argent à ses pieds, qui a fait confiance au savoir qu'elle possédait et a prouvé que, parfois, le plus grand problème d'une machine ne réside pas dans les pièces coûteuses ou l'électronique compliquée. Il réside dans le manque d'attention aux détails, la précipitation à juger sur les apparences, l'arrogance de croire qu'un diplôme vaut plus que l'expérience ou que le genre détermine la capacité. Et dans cette région de la Beauce, où le soleil continue de frapper, et où les machines ne peuvent pas s'arrêter, le nom de Valérie est devenu synonyme d'une chose très simple, mais très puissante. La compétence qui ne demande pas de permission, elle prouve seulement sa valeur par un travail bien fait. Parce qu'au bout du compte, mes chers amis, un moteur ne ment pas, un moteur n'a pas de préjugés, un moteur ne se soucie pas de savoir si celui qui le répare est un homme ou une femme, jeune ou vieux, riche ou pauvre. Un moteur ne veut qu'une chose, quelqu'un qui comprenne son langage, quelqu'un qui sache écouter ce que le métal a à dire, quelqu'un qui ait de la patience, de la connaissance et surtout du respect pour le métier. Et Valérie, elle avait tout cela et un peu plus. Elle avait le courage d'être exactement qui elle était, sans s'excuser, sans se rabaisser, juste en étant extraordinaire dans ce qu'elle faisait. Et parfois, c'est juste ça qu'il nous faut pour changer le monde. Un outil à la fois, un moteur à la fois, une vie à la fois.